Les hommes vivent désormais les effets de la marche vers l'égalité des sexes, abandonnant peu à peu leur position patriarcale historique. Certains adhèrent à cette évolution, tandis que d'autres entrent en réaction. Tel est le constat livré à l'instant par ce documentaire réalisé par Maya Anaïs Yatagen. De quoi s'interroger plus au-delà, après ce film, à propos de la remise en cause aujourd'hui de la masculinité. Et nous allons en débattre maintenant avec nos invités présents sur ce plateau de Débat Doc aujourd'hui. Lucille Pétavin est tout d'abord avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes historienne, spécialiste des droits des femmes, membre de l'Observatoire sur l'émancipation économique des femmes au sein de la Fondation des femmes et auteur de ce livre, Le coût de la virilité, publié chez Anne Carrière et tout récemment de Tu ne vas pas chialer comme une gonzesse, disponible aux éditions La Meute. Raphaël Liogier est également avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes philosophe et auteur de Descente au cœur du mal, disponible chez Les Liens qui libèrent. Et puis, on va bientôt découvrir votre prochain ouvrage. Il s'intitulera Success, l'industrialisation du mensonge. Il sera, lui, disponible chez Les Liens qui libèrent. Et puis enfin avec nous Marie-Cécile Nave, bienvenue à vous. Vous êtes directrice de l'Observatoire Genre et Politique au sein de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, bien sûr, et autrice entre autres de Calmez-vous Madame, ça va bien se passer. Réception du féminisme, c'est un ouvrage disponible chez Calman Levy. Ce titre est tiré bien sûr de cette fameuse phrase qui avait notamment été citée entre autres par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, face à une consoeur de BFM. Après ce film, j'ai choisi d'entamer notre débat par des chiffres qui sont cités dans ce documentaire, et ce sont les chiffres que vous citez dans votre ouvrage, justement, Le coût de la virilité, pour illustrer, on va dire, la nocivité de la virilité. Les hommes représentent 84% des auteurs d'accidents mortels de la route, 90% des personnes condamnées par la justice, 86% des mises en cause pour meurtre et enfin 97% des auteurs de violences sexuelles. Tout cela concerne la France et vous avez même été jusqu'à chiffrer le coût de la virilité à 95,2 milliards par an pour la société française. Pourquoi avez-vous choisi de mettre en avant ces chiffres pour étayer cette virilité négative, nocive, toxique, puisque c'est un mot qui est souvent utilisé? Déjà pour lever un impensé, c'est-à-dire que les hommes sont responsables non seulement des violences qui sont faites aux femmes, mais aussi de l'immense majorité des violences qui sont faites dans la société. Alors bien sûr, tous les hommes ne sont pas délinquants et criminels, mais ce que montrent ces chiffres, c'est que l'immense majorité des délinquants et des criminels sont des hommes, et cela quel que soit le milieu social, la zone géographique, l'âge, etc. C'est vrai qu'on explique souvent la violence par la précarité, par exemple, mais il y a des femmes aussi qui vivent dans des situations de précarité et pourtant elles commettent peu ou pas de faits de violence comparés aux hommes. Donc c'est véritablement pour comprendre les véritables origines de la violence et puis aussi donner une vision plus objective des conséquences de la masculinité toxique sur l'ensemble de la société parce que ça coûte cher, ça coûte aux citoyens, aux citoyennes. Il y a des coûts en termes de frais de justice, de forces de l'ordre, de services de santé, etc. etc. Et on gaspille énormément d'argent et puis aussi il y a des coûts humains parce qu'il y a des victimes, donc il faut qu'on prenne conscience de ces conséquences négatives pour toutes et tous. Et vous dites aussi, la masculinité toxique découle de cette virilité. Il est important que l'on comprenne que les hommes n'ont pas ces comportements par nature, dites-vous. C'est une construction sociale, en majeure partie issue de l'éducation. C'est avant tout un problème de construction sociale? Oui, alors le but, c'est pas de viser les hommes, mais c'est de comprendre pourquoi qu'ils se comportent de cette façon, pourquoi ils sont plus violents que les femmes. Et effectivement, aujourd'hui, on n'a aucune preuve scientifique qui expliquerait qu'il y a des origines biologiques ou physiologiques à la violence des hommes. Par contre, il y a beaucoup d'études qui montrent que ça se joue dès l'enfance, qu'il y a une éducation aux garçons, une acculturation à la violence, à la virilité, qu'on transmet, nous tous les adultes, mais ça se joue bien sûr dans la famille, mais aussi à travers les objets culturels, à travers le politique. Enfin, c'est l'ensemble de la société qui éduque les garçons à la violence. Alors, vous-même, vous êtes plongé dans les racines archaïques, dites-vous, du système patriarcal. Il remonte à quand, ce système patriarcal, aujourd'hui? Il y a plusieurs... D'après votre analyse? Alors, ce n'est pas seulement d'après mon analyse, il y a plusieurs hypothèses, mais l'hypothèse la plus convaincante, c'est que ça remonterait au néolithique.
Ça remonterait au néolithique parce que ce serait là où, disons, à un moment donné, le corps des femmes va apparaître comme étant un capital qu'on peut posséder, en quelque sorte. Et même le corps des femmes va être l'objet du fantasme absolu de possession. Moi, je trouve que le problème qu'il y a dans notre société, parfois, c'est d'avoir un discours qui est un peu extérieur, qui regarde les choses que de l'extérieur. Par exemple, on parle de l'égalité homme-femme, il y a de l'inégalité, ce qui est vrai. On parle de toute une série de phénomènes sociaux qui sont liés à ça, mais pas du problème central, de la racine, justement. Et le problème central, c'est le regard des hommes, pas sur les femmes in abstracto, dans l'abstrait, le regard des hommes vraiment sur le corps des femmes. Et donc, je pense qu'il faut aller au cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est que, par exemple, la relation sexuelle... Qu'est-ce qui ne va pas, alors, dans ce regard des hommes sur le corps des femmes? Quel est le problème central, le problème central, c'est que le corps des femmes, je le disais, étant considéré comme un capital, vous aurez remarqué que même dans le discours biblique, par exemple, vous avez l'idée de posséder. C'est-à-dire que la pénétration elle-même, qui est un acte physique, qui, en tant que tel, c'est un acte reproductif, neutre, qui peut donner du plaisir, etc., ça va être considéré, si je puis dire, comme un acte notarié, c'est-à-dire un acte de possession, d'où le rapport à la virginité, d'où cette inversion, même, j'allais dire, du rapport que les humains ont au corps des femmes, via les hommes, où lorsqu'un homme a un rapport sexuel, il amplifie sa virilité. Il faut rappeler que le mot virilité, ça fait aussi vertu, donc sa vertu, alors qu'une femme, lorsqu'elle a un rapport sexuel, elle réduit au contraire sa dignité, c'est-à-dire qu'elle perd. Une femme, elle perd, l'homme gagne. C'est pour ça d'ailleurs qu'une fois qu'elle a trop perdu, on va finir par dire c'est une salope, c'est une pute, c'est ceci. Elle a perdu dans le. C'est comme si les femmes étaient considérées comme des biens fongibles qu'on possède, comme si le rapport sexuel les dégradait, alors qu'au contraire, il grade l'homme. Et ça vient d'un sentiment profond qui a été analysé par des anthropologues comme Françoise Héritier, par exemple, qui est le sentiment d'impuissance originel, mais qui se déploie au néolithique. Et ce sentiment d'impuissance, il crée une frustration. Et la frustration, c'est la mère de la violence. C'est-à-dire quand on est frustré, quand on se sent impuissant, on crée une culture, en quelque sorte la culture de la virilité et de la puissance extrême des hommes vient paradoxalement de ce sentiment d'impuissance face au corps des femmes, face à l'idée qu'ils ne contrôlent pas la lignée, qu'ils ne contrôlent pas toute une série de choses. Et le symbole de la virilité, c'est le phallus pour les hommes. Oui. D'ailleurs, j'ai vu ici ou là que aujourd'hui, on met beaucoup en avant du côté des féministes le clitoris comme symbole de l'émancipation de la femme aujourd'hui en 2025. Parce qu'ils peuvent, comme si les femmes ne pouvaient pas jouir indépendamment. Ouais. Donc, elles ne peuvent pas jouir la jouissance féminine. Et un scandale. Je vous rappelle que le mot jouissance, c'est justement un mot qui signifie aussi la possession au sens notarié du terme. Je jouis d'un bien. Marie-Cécile Nave, sur la construction notamment sociale qui serait finalement à l'origine de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui concernant les femmes. Oui, ça c'est très bien documenté par la recherche depuis très très longtemps. On pense aussi au livre de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, qui est un livre fondateur pour le féminisme dans le monde occidental en particulier, mais dans le monde aussi. Ça c'est extrêmement documenté. On commence depuis quelques années seulement à s'en rendre compte en dehors des sphères universitaires et féministes stricto sensu. Ça devient mainstream. Donc pour nous qui travaillons sur ces sujets depuis longtemps, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on se rend compte que c'est une question qui structure la société tout entière. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, on ne pourra pas lutter efficacement, non pas contre l'idée de virilité, mais d'une certaine virilité, une virilité qui est toxique, ou qui peut être aussi, si on reprend les mots de la sociologue Rewin Connell, une masculinité hégémonique par opposition à une masculinité marginalisée ou subordonnée, etc. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de modèles masculins, plusieurs types de modèles viril, dont un apparaît comme étant celui qui doit dominer, qui doit structurer les relations, non seulement avec les femmes, mais aussi entre les hommes. Et donc, on le voit très bien dans le documentaire, c'est très bien montré qu'il y a plusieurs modèles de masculinité, mais certains sont valorisés par rapport à d'autres, et ceux qui n'y correspondent pas sont considérés, et on le voit aussi dans le documentaire, quelles que soient les époques, quels que soient les contextes, quels que soient les continents, les régions, les cultures, comme étant dévalorisés ou dévalorisables. Et c'est ça qui est très intéressant
de voir que voilà, ça structure toute la société. Et effectivement, le patriarcat, puisqu'il s'agit bien de ça, a un coût social, économique, culturel majeur. Et ce que je trouve très intéressant, notamment dans le travail de Lucile Pétavin, c'est qu'il faut arriver à utiliser, à mettre en valeur de nouveaux arguments qui peuvent convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus que c'est absolument majeur de lutter contre ce fléau. Et vous dites qu'il faut en passer bien évidemment par l'éducation, mais on a envie de dire on revient de très loin et le travail s'annonce considérable. Alors ça en passe par l'éducation à la sexualité, notamment à l'école. On n'appelle plus ça l'éducation sexuelle, avec un aspect beaucoup plus biologique. Aujourd'hui, on a essayé d'élargir évidemment l'intitulé, mais on revient de très loin, puisque là on vient de parler des racines du patriarcat. Elles sont très 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 lointaines. Aujourd'hui, renverser la donne, si on peut utiliser cette expression, ça risque de prendre un certain temps. Et il va falloir qu'une grande partie de la société adhère. Oui, puis on n'y est pas encore. On est très très loin de l'égalité. Évidemment, en fonction des pays et des cultures, on est plus ou moins avancé, notamment dans le droit. Mais ce n'est pas parce que le droit garantit à peu près l'égalité, je dis bien à peu près l'égalité, par exemple dans nos démocraties occidentales, qu'on ne peut pas revenir en arrière sur le droit. On le voit aujourd'hui aux États-Unis, on revient en arrière sur le droit, donc sur la loi, mais aussi le fait que dans les pratiques sociales, dans les habitudes, eh bien, ça ne se traduit pas nécessairement de manière concrète. Vous souhaitez rajouter quelque chose ? Oui, parce qu'effectivement, le droit, c'est absolument nécessaire, mais le droit, c'est seulement à l'arrivée. Et tant qu'on n'est pas arrivé à surmonter le fantasme lui-même, le rapport que les hommes ont, ce fantasme du corps de la femme que l'on possède, ça ne changera pas. Et c'est d'ailleurs ça ce qui s'est passé avec MeToo. C'est-à-dire qu'avec MeToo, on 2017, on le rappelle, c'est bien sûr. Alors là, c'est un marqueur absolu. Un marqueur on y reviendra absolu. tout à l'heure d'ailleurs. Parce qu'on on a une structure extérieure avec un droit qui, en théorie, fonctionne assez bien, avec des discours idéologiques qui semblent être assez positifs. Je rappelle que Weinstein, c'était quelqu'un qui prétendait défendre les femmes dans leur accession au star system, mais on ne règle pas les fantasmes intérieurs. Résultat, il y a une dissonance, quoi. C'est comme si, d'un côté, il y avait un discours sympathique, social-démocrate, égalitaire, plein de care et de soins, mais que ceux qui portent ce discours ne sont pas, j'allais dire, psychiquement, à la hauteur de ce discours, et donc ils sont dissonants. Et donc dans l'intimité, c'est comme s'ils se vengeaient, ces hommes-là, de l'effort qu'ils font dans le discours extérieur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, même qui étaient des gens réputés de gauche, très ouverts, égalitaires, etc., qui se sont retrouvés dans cette espèce de nasse. Il y a le corps, mais il y a aussi les rôles sociaux, c'est-à-dire les représentations qu'on a sur le corps se traduisent par des représentations dans les inégalités très fortes qui demeurent en termes de rôles sociaux. Et là, le coût de la virilité, c'est aussi un énorme gâchis en termes de compétences qui ne sont pas exploitées, en termes d'emplois qui ne sont pas pourvus à cause des stéréotypes de genre. Et donc toute la société a à y perdre sur le long terme à cause des représentations sociales et à cause des inégalités en termes de rôles sociaux qui découlent des visions corporelles, effectivement. Alors, ce qui est rappelé aussi dans ce documentaire, c'est que de s'inscrire dans cette marche vers l'égalité des sexes, l'égalité des genres, ça en passe par le quotidien. Et c'est très bien rappelé dans ce documentaire, ça en passe tout bêtement par la répartition des tâches quotidiennes. C'est ça, les rôles sociaux. Notamment, et puis là il y a des chiffres assez importants à avoir en tête aussi. Plus d'une femme sur 4 occupe un emploi à temps partiel contre moins d'un homme sur 10. Et pourquoi ? Parce que les femmes assurent plus des 3/4 du travail domestique non rémunéré aujourd'hui. Voilà, ça en passe par le quotidien, par la vie au quotidien, par la bienveillance entre les deux sexes, dans un couple par exemple, ou dans leur capacité à évoluer ensemble. Tout bêtement aujourd'hui, non ? Oui, je pense que d'ailleurs, il faut qu'on éduque les hommes à aussi prendre soin des autres, à aussi s'occuper des enfants, voilà, parce que les femmes ont sur leurs épaules 70 à 80% des tâches parentales et domestiques, parce que les hommes sont détournés de tout ce qui est dit féminin, parce qu'on éduque les hommes dans l'idée que ce qui se rapporte aux femmes ou ce qui est dit est féminin est méprisable. Et ça crée in fine des comportements sexistes. On le fait quasiment tous. J'en veux pour preuve aujourd'hui encore, ça peut paraître anecdotique, mais la couleur rose, le fait qu'on ait du mal à offrir des objets roses à des petits garçons, eh bien c'est parce que voilà, il y a ce mépris du féminin dans l'éducation des garçons. Donc il y a des choses qu'on peut faire au quotidien, toutes et tous, en prendre conscience. Et puis aussi prendre conscience que tout ça, ça a des coûts finalement pour les hommes parce qu'ils en
paie aussi un prix. Moi, ce que je montre, c'est que les hommes au quotidien prennent des risques, par exemple, pour montrer qu'ils sont forts moralement, physiquement. Par exemple, sur la route, il faut savoir qu'ils représentent 78% des morts, que l'immense majorité des cas de cancer liés à des comportements addictifs, de tabac, d'alcool concernent les hommes, ouais. concernent les hommes. Et si on prend la population des hommes dans son entièreté, eh bien, ils ont 2 à 3 fois plus de risques de mourir de façon prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans, d'une mort évitable, c'est-à-dire liée à un comportement à risque. Donc il faut comprendre que cette virilité, elle est extrêmement coercitive. Pour les femmes, bien sûr, à cause des violences systémiques, par exemple, que nous subissons et des discriminations, par exemple, sur le marché du travail, mais aussi les hommes en paient un prix, ceux qui répondent aux injonctions et ceux qui ne répondent pas aux injonctions de la virilité. Je vais citer une phrase qui a un petit peu choqué une partie de l'opinion publique, les moins convaincus parmi les hommes, peut-être les virilistes qui sont évoqués dans ce documentaire. C'est Sandrine Rousseau, députée Europe Écologie, qui a dit, c'était en 2021, « Je vis avec un homme déconstruit et je suis super heureuse ». Alors on lui souhaite bien évidemment de continuer à être heureuse, puisque cette phrase remonte à 2021 aujourd'hui. Vous êtes un homme déconstruit aujourd'hui, ça veut dire quoi un homme déconstruit à vos yeux ? Je ne crois pas que Sandrine Rousseau ait voulu dire ça directement, ça a été un peu simplifié. En fait, ce qu'elle voulait dire, c'est un homme qui a réussi à déconstruire ses fantasmes, c'est-à-dire sa projection de ce qu'est un corps de femme. Alors, est-ce que je suis un homme déconstruit ? Je ne crois pas être encore à la hauteur de la promesse que je me suis faite, pour le dire simplement, c'est-à-dire que ce n'est pas facile du tout. Je veux dire, parce que tout à l'heure, on a dit que c'était un problème d'éducation, mais ce n'est pas seulement un problème d'éducation en une seule vie. C'est vraiment un problème d'éducation, mais c'est un problème d'éducation de la civilisation depuis 6000 ans. Donc, c'est pas facile. Je veux dire, on a parlé de cette distinction entre les travaux domestiques et le travail extérieur. Il faut savoir, pour ce que je disais sur le néolithique, que ça a commencé, la capitalisation du corps des femmes, par les exclure des activités qui sont supposées des activités valorisantes, c'est-à-dire la chasse, la guerre et toute une série de choses, et donc de les contraindre à rester dans la cuisine. Au point que, même dans l'Antiquité grecque, on a fait la distinction entre ce qui est féminin, qui est l'oikia, qui a fait le mot économie, qui veut dire cuisine, et d'un autre côté, le politikon, qui est l'espace public, là où on définit vraiment là où va la société, etc. Donc ça veut dire que sortir de ça, je veux dire, c'est pas évident. Et lorsqu'un homme, on lui dit, lorsqu'un homme doit agir dans la cuisine, il a en quelque sorte l'impression de vraiment de se déviriliser, c'est-à-dire comme s'il perdait ce qui faisait la légitimité de son activité. Il va à l'extérieur, il rapporte de l'argent, c'est vachement difficile. Autre chiffre, 45% des hommes de moins de 35 ans en France pensent qu'il est aujourd'hui, qu'il est difficile d'être un homme dans la société actuelle. Autrement dit, on peut peut-être se dire que les choses commencent à peut-être un peu infuser, que beaucoup d'hommes sont interrogés sur leur masculinité. Et puis il y a ceux qui n'adhèrent pas du tout, et au contraire qui sont en réaction. Alors ce qu'on appelle les masculinistes. Le masculinisme est né ou est reparti, a trouvé une nouvelle caisse de résonance aux États-Unis justement après MeToo, après 2017. Et là vous nous expliquez ce qui se passe, parce qu'eux s'attaquent très directement aux droits des femmes aujourd'hui, en réaction à ce qu'a pu être ce mouvement MeToo notamment. Oui, alors ça ne date pas de MeToo, c'est vraiment beaucoup plus ancien, mais effectivement, MeToo a été une phase, un moment inacceptable pour une partie disons de la droite et de ce qui est devenu le Parti républicain, c'est-à-dire un parti d'extrême droite aujourd'hui. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas simplement une sous-culture, c'est vraiment un système de pensée idéologique, mais aussi avec des visées économiques. C'est-à-dire que ça rapporte avec le modèle économique du buzz, du clash, largement amplifié par la manière dont la tech fonctionne aujourd'hui, les algorithmes qui favorisent la violence et le Il y a deux usage. caisses de résonance, semble-t-il. Les réseaux sociaux, on l'a très bien vu dans ce documentaire, ça avec des interventions là, sur Instagram qui font, avec des propos qui aujourd'hui, en 2025, peuvent vraiment choquer. Et puis, il y a une autre, pardonnez-moi, mais il y a aussi des personnages comme Trump, comme Poutine, qui aussi constituent des caisses de résonance
politique, pour aller dans votre sens. Des caisses de résonance, et c'est aussi une des raisons du succès de Trump, c'est-à-dire d'aller chercher de nouveaux publics, des publics qui ne votent pas forcément, qui sont éloignés de la chose politique au sens strict du terme, par un discours disant on vous a tout pris, vous êtes les laissés pour compte du système, vous voyez bien que la société est en décadence parce qu'elle se féminise et aussi parce qu'elle est de plus en plus multiculturelle, les deux étant liés, hein, on ne fait plus assez de bébés blancs. Par exemple, et ça, on l'a retrouvé à toutes les époques quand il s'agissait d'être dans un discours à visée dictatoriale ou de revanche militaire. On le voit bien au début avec l'émergence du nazisme. Et donc, c'est un phénomène qui est international, qui doit être absolument appréhendé sous un angle géopolitique. Cet affrontement entre l'international MeToo, qui est toujours là hein, quand même, et la réaction à ça. Mais c'est une grille de lecture du monde, de la géopolitique qui est majeure. Et effectivement, c'est une des raisons du succès de Trump et qui se déploie aujourd'hui dans une politique intérieure, mais aussi internationale, profondément prédatrice, profondément dominatrice, avec comme outil une désinformation à l'échelle industrielle. Vous parliez de l'effet idéologique. Est-ce qu'aujourd'hui, le virilisme est attaché au régime autoritaire, aux idées dites réactionnaires Est-ce qu'elle est plutôt à l'extrême droite aujourd'hui Oui, c'est tout à fait, c'est totalement lié aux velléités autoritaires. C'est étayé, ça, c'est identifié. Bien sûr, c'est totalement lié aux velléités autoritaires de domination à la fois sur les plus vulnérables, à la fois sur l'environnement, sur l'écologie, sur la volonté de prendre possession de territoires, de populations et de velléités militaires aussi. Et à l'échelle d'une société, y compris en Occident, mais c'est vrai ailleurs qu'en Occident, c'est le premier pas vers la destruction de l'état de droit. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement, j'insiste là-dessus, vraiment une sous-culture de gens qui sont sur Internet un peu isolés, qui sont revanchards. C'est vraiment un système de pensée qui est soutenu économiquement et qui rapporte de l'argent pour imposer finalement des visées antidémocratiques. Est-ce qu'on en est à parler d'une nouvelle guerre des sexes? C'est la question que je me suis posée entre les masculinistes et puis les féministes qui, elles aussi, mènent leur combat. Alors les féministes, elles se battent pour avoir les mêmes droits que les femmes et les mêmes droits que les hommes. Donc les féministes, elles ne font pas la guerre. Par contre, on voit que les hommes ont fait la guerre aux femmes à travers l'histoire et que s'il y a un sexe qui fait la guerre, c'est le sexe masculin. Après, je voulais rebondir sur ce qu'on disait par rapport à l'économie et cet argument fallacieux. Alors oui, le masculinisme, ça rapporte à certains, mais surtout, ça coûte beaucoup d'argent parce que l'argument économique, aujourd'hui, on l'abat comme ça, comme l'argument star. Et je pense par exemple à Mark Zuckerberg qui va nous dire, même en entreprise, la domination masculine, la masculinité agressive, c'est bon pour l'économie. Eh bien moi, ce que je montre, c'est que la virilité, elle ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise et que les principaux responsables des fraudes, des vols, des agressions, du harcèlement dans les entreprises, ce sont les hommes. Et tout ça, ça coûte aux entreprises. Ça coûte en termes de turnover, de destruction de matériel, de frais de justice aussi quand les entreprises sont poursuivies, etc. Et donc, je pense qu'il ne faut pas se laisser avoir par cet argument économique. Et puis, si on va plus loin, et là, on parle de politique internationale et de guerre, on sait que les guerres, c'est 14 000 milliards de dollars par an tout autour du monde. Donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas se laisser avoir par ces... Ça rapporte à certains quand même. Mais ça coûte beaucoup plus, c'est ça. Mais les deux sont vrais. En fait, les deux ne sont pas antinomiques. Oui, mais ça rapporte à certains, ça coûte beaucoup plus. Et après, les conséquences même humaines s'étalent sur des générations. Enfin, il faut qu'on comprenne quand même ce que ça veut dire. Avec ça, bien sûr. Et dernière question, je vous donne tout de suite la parole, ce sera d'ailleurs la fin de l'émission. Ces masculinistes, ce masculinisme occupe quelle place par rapport à l'ensemble des hommes aujourd'hui, peut-être chez nous en France, aux États-Unis? On parle d'une minorité grandissante. On peut l'estimer, l'ampleur de ce phénomène aujourd'hui? Alors je ne sais pas si on peut l'estimer, mais ce qu'on remarque dans les chiffres, c'est que, par exemple, il y a le Haut Conseil à l'égalité qui chaque année publie des études sur l'avancée du sexisme en France, l'évolution du sexisme en France, et on note que les jeunes générations sont plus sexistes que les anciennes sur certains sujets. Et là, je pense aussi à une étude du SIDAction qui a été publiée, là, qui est sortie il y a 2 jours, qui montre que pour les hommes, il est acceptable de prendre des risques, et notamment des risques sexuels, pour prouver leur virilité, leur masculinité. Donc c'est quand même assez grave. Et quand on parlait des conséquences sur la vie de toutes et tous, là, je pense qu'on en a clairement la preuve.
Non, moi, ce que je voulais... Ça sera sans doute le mot de la fin. Moi, ce que je voulais dire, c'est que finalement, il y a énormément de problèmes qui ne sont pas a priori qualifiés dans cette culture du sexisme, mais qui relèvent de cela. C'est-à-dire, même, on a parlé de Trump, on a parlé de toutes ces choses-là, mais voire même le terrorisme. Le terrorisme fonctionne aussi via le prétexte religieux sur des questions qui relèvent de la frustration sexuelle, de la frustration genrée, du virilisme. Donc on a toute une série de choses, jusqu'à l'autoritarisme, on a toute une série de choses, toute une série de problèmes qui seraient surmontés et réglés si on arrivait à vraiment toucher le cœur de la question. C'est pas seulement quelque chose qui a l'air annexe et périphérique. Eh ben, j'espère que le documentaire qu'on a eu l'occasion de présenter dans cette émission, cet échange que nous avons eu après ce film, aura permis de convaincre nos téléspectateurs de ces derniers propos, hein, par exemple. Vos réactions, en tout cas, ça sera sur #Débadoc. Elles sont attendues. Nos invités seront là pour réagir à ce que seront ces réactions. Merci à Félicité Gavalda, Thibaut Brosset-Ekel qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je vous donne rendez-vous pour un prochain Débadoc. Ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. À très bientôt.